Et de stratégie, plutôt que de vous parler de la stratégie en elle-même, je vais parler des stratégies d'écosystème. Alors, les stratégies d'écosystème, c'est quelque chose que j'ai appris assez tardivement, puisqu'en fait, comme tout le monde, j'ai la stratégie, je trouvais ça intéressant, hein, puisque ça a l'air d'être un truc important. On parle d'un stratège, on imagine que c'est un grand rôle. Mais en fait, l'enseignement de la stratégie est quelque chose qui est assez tardif. En France, ça commence dans les années 80 seulement. Et pendant très longtemps, c'était quelque chose qui était beaucoup axé autour des problèmes des grands groupes. Le choix des différents produits à privilégier, des différentes activités, les portefeuilles, les matrices, etc. Et donc, je voulais, en quelques minutes, vous parler d'une autre façon de voir la stratégie, qui est la stratégie d'écosystème. Et donc, j'espère qu'à l'issue de cette petite chronique, vous en aurez une meilleure compréhension. Alors, bien sûr, vous connaissez ce petit dicton. Si on se met tout seul, on va plus vite. C'est possible. Mais si on fait quelque chose de groupé, on va plus loin. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, revenons sur ce qu'est la stratégie. La définition de la stratégie n'est pas toujours bien comprise, mais la stratégie, c'est l'organisation et la planification des moyens pour atteindre les objectifs. Donc, vous comprenez que ça n'inclut pas la question de la attendez, pardon, hop. Ça n'inclut pas la définition de l'objectif. Hein, l'objectif n'est pas compris dans cette définition. Hein. Dans la définition, c'est la planification et l'organisation des moyens pour atteindre les objectifs. Donc, les objectifs sont déjà définis. Ce n'est pas du domaine de la stratégie. Et ce n'est pas non plus dans la stratégie d'inventer des nouveaux moyens, des nouvelles ressources. Hein. Typiquement, celui qui vous dit « Ah, je sais comment on va arriver au point B, je vais louer un hélicoptère », non, l'hélicoptère, on ne l'a pas, on doit faire avec les moyens qu'on a entre les mains. Ça c'est la stratégie. Mais dire qu'on va prendre un hélicoptère, on commence à rentrer dans quelque chose qui sort de la stratégie. On sort du cadre. C'est toujours intéressant de sortir du cadre, mais ce n'est pas la stratégie. Donc, l'objet vraiment de la stratégie, c'est la mise en adéquation des deux, de ce qu'on a vraiment entre les mains. Alors, pendant très longtemps, la stratégie, c'était une question de militaire. Et pour les militaires, l'art de la guerre, c'était essentiellement, ou l'art de la bataille, c'était la concentration des feux. Alors, le sommet de cette stratégie, c'était Austerlitz. Austerlitz, ça serait l'objet d'une chronique à elle toute seule, mais toute l'idée d'Austerlitz, c'était comment gagner une bataille alors qu'on est moins nombreux, en réussissant à battre les adversaires en ordre dispersé, les uns après les autres, en leur faisant croire qu'on était en train de perdre, qu'on était en train de se replier, et en laissant les plus impétueux avancer, en leur faisant une grande embuscade, et puis après en attaquant au moment où personne n'attendait, et entre les deux des troupes restants en face de vous, entre les deux blocs des troupes restants. Donc ça, c'est Austerlitz, c'est la stratégie telle qu'on l'imagine, avec des forces en présence et limitées, et avec des façons de bouger, de faire bouger l'adversaire. Mais évidemment, la guerre, en fait, a évolué. Là, vous avez un tableau de la bataille de Fontenoy. Je vous rappelle que lors de cette bataille, ça a commencé par messieurs les Français tirer les premiers. Donc ça a bien changé, puisque maintenant, on est plutôt face à des confrontations du fort au faible, à de la guérilla, à des guérilleros qui qui prétendent être comme le poisson dans l'eau, et donc c'est-à-dire qu'ils vont étendre le champ de bataille
à des éléments beaucoup plus compliqués à gérer, à manager pour une seule armée, pour une seule personne. Donc, Patrick et moi avons eu la chance d'écouter Robert Burgelman en 2002. Et je veux dire que pour moi, c'était une claque, hein, parce que j'allais à Stanford passer 2 semaines en me disant ça va être un rafraîchissement agréable, ça va être intéressant d'écouter des professeurs de très haut niveau. Je pense que je vais rencontrer aussi des collègues très bons. Pour le contenu, bon, bah, j'ai un master en stratégie marketing et j'ai un master en ingénierie financière. Je fais des trucs de haut niveau en matière de LBO, des choses comme ça. Bon, ça va être un rafraîchissement. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'ils disent et comment ils disent. Et quand vous vous retrouvez sur la stratégie, donc, qui fait partie des choses que j'avais étudiées, et qu'il y a un Robert Burgelman qui vous montre que vous n'avez rien compris à la stratégie, c'est un peu perturbant. Surtout quand, après ça, vous avez Robert Parker qui lui, vous explique que vous n'avez rien compris à la finance, qui est le deuxième master que j'avais. Et donc, du coup, on se dit que le reste de ce qui a été expliqué en cours est probablement intéressant. Est probablement intéressant parce que si on comprend ce qui est en cours et que ça nous met ne serait-ce qu'à 50% du niveau qu'on avait en France en stratégie et en finance, eh ben, on en a pour quelques années. Donc Burgelman a été très important et pour Patrick et pour moi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair. J'imagine que c'est le cas pour Patrick aussi. Et Burgelman a fait une grosse partie de sa recherche sur la base d'Intel. Intel, vous connaissez le fournisseur de puces. Intel, à l'époque, payait les publicités qui acceptaient de mettre, quand elle mettait en avant un ordinateur, le logo ainsi que le logo sonore d'Intel. Vous vous souvenez de ce petit logo sonore? À chaque fois qu'il y avait ça qui passait, la moitié de la pub était payée par Intel. Donc c'était une façon de voir le monde dans lequel ils étaient qui dépassait très largement le cadre de l'entreprise. Et donc, Burgelman va nous parler du cas de Charles Schwab. Alors, Charles Schwab, nous, on connaissait Charles Schwab parce que c'était le centre d'accueil à Stanford. C'est là où on a passé notre séjour dans en fait, c'est un hôtel 4 étoiles, en fait, hein, mais ça s'appelle un residential center. Et c'est M. Schwab qui l'a payé à Stanford. Je crois qu'à l'époque, on parlait de 200 ou 300 millions de dollars qui avaient été faits en donation. Et pour nous, c'était ça. Pour les Américains, Schwab, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'agences de gestion de patrimoine / investissement en bourse. Et on doit tout ça à Monsieur Schwab, qui est encore vivant et donc qui a commencé finalement assez tardivement si on compare aux grosses institutions financières que peuvent être Merrill Lynch, que peuvent être Salomon ou autres Goldman Sachs, qui sont des institutions qui prédatent de la crise des années 30. Donc, c'est des vieilles institutions. Et Schwab, lui, est arrivé seulement au début des années 70. Et le cas, c'est un cas autour d'une question qui est est-ce que Schwab doit s'inquiéter de l'arrivée d'un gros sur son marché, c'est-à-dire l'arrivée de Merrill Lynch sur la bourse en ligne? Alors, là, j'ai l'impression que j'ai une slide qui a été mal faite, que j'aurais dû vous améliorer. Voilà, en gros, ce qui s'est passé pour Schwab. En début des années 70, il y a une réforme sur les frais de courtage qui fait que ce qui était avant des frais fixes, déterminés pour tout le monde, c'est-à-dire de l'ordre de, je crois que c'était 0,3% ou quelque chose comme ça, eh bien,
c'est devenu libre. C'était bloqué depuis les années 30. Ça a l'air de rien, mais ça explique en grande partie pourquoi cette industrie est aussi corrompue, puisqu'en fait, vu que le prix était fixé pour tout le monde, eh ben, comment faire pour attirer les clients? Il n'y avait pas grand-chose d'autre que d'utiliser cet argent énorme qu'on avait gagné pour payer de l'alcool, de la drogue ou de la prostitution. Donc, c'était à l'époque, les investisseurs étaient courtisés par les brokers de manière indécente. Et tout d'un coup, vont naître les discount brokers, c'est-à-dire des gens qui vont dire, mais moi, ça me coûte simplement un gars derrière un desk avec un téléphone pour faire du courtage. Donc, je peux vous le faire pour beaucoup moins cher. Donc, il va faire le discount broker. Il va dire, toi, si tu viens acheter pour 10 millions d'actions en une fois, ça ne doit pas coûter plus cher que quelqu'un qui me demande 10 000 actions. C'est pareil. Donc, du coup, je vais te faire des discounts. Je vais te dire, c'est 5 000 euros par courtage. Et ça va intéresser les plus gros donneurs d'ordre, donc les fonds d'investissement. Néanmoins, on va arriver face à une poussée concurrentielle puisque les brokers vont être nombreux à faire du discount. Et la question pour Schwab va devenir comment est-ce que je fais pour survivre là-dedans? Et il va décider de choisir de la technologie. Il va acheter un gros ordinateur. Et grâce à ça, il va permettre à ses clients, qui sont donc les fonds d'investissement, d'accéder quasiment directement au marché par son ordinateur. Et puis, il va trouver des nouveaux usages. Les nouveaux usages, c'est que les fonds d'investissement vont pouvoir avoir accès à d'autres clientèles. Et grâce à ça, il va créer un réseau de distribution qui va permettre à ses clients d'avoir accès à des gestionnaires de patrimoine. Et puis, il va finir par aller sur les clients particuliers. Alors, comment tout ça s'organise? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, je vais vous faire un petit schéma bien progressif. Donc, on part des particuliers. Et les particuliers, comment ça fonctionnait? Eh ben, ils allaient investir leur argent dans des fonds d'investissement via des banques. Et c'était en fait une banque par fonds d'investissement quasiment, puisque chaque fonds d'investissement avait son argent dans une banque et il fallait ouvrir un compte dans cette banque pour pouvoir accéder au fonds d'investissement. Donc, on passait par la banque qui permettait d'accéder au fonds d'investissement et le fonds d'investissement, lui, eh ben, il passait par un opérateur pour aller sur la bourse. Et Schwab, il va dire, bon, ben, en fait, moi, les fonds d'investissement, pour aller en bourse, eh ben, je vais les faire passer en direct via un ordinateur qui sera chez moi. Et puis, il dit, en fait, il y a d'autres acteurs, c'est les conseillers de patrimoine. Eux aussi, ils seraient contents peut-être d'aller en bourse via mes ordinateurs. Et il se trouve que mes ordinateurs, ils sont utilisés seulement à 10% de leur capacité. Donc, si je vais chercher des conseillers de patrimoine, ben, ça ne me coûtera rien en fait. Donc, les conseillers de patrimoine passaient par choix pour aller en bourse. Et puis, en fait, ils se sont dit, mais nous, ça nous intéresse de passer aussi par toi pour pouvoir investir dans les fonds d'investissement, parce que c'est des fonds d'investissement intéressants qui sont cotés souvent. Parce que les plus gros étaient ravis de passer par Schwab, à la fois parce qu'il était discount broker, mais aussi parce qu'il avait mis en place cette forme d'automatisation et d'accès direct au marché. Et puis, Schwab va créer une nouvelle catégorie d'acteurs, c'est des conseillers Schwab. C'est-à-dire que c'est des conseillers de patrimoine, mais qui prennent la marque Schwab et qui, du coup, acceptent d'être rémunérés d'une façon qui est en fait en fonction des fonds gérés et pas de prendre des commissions, etc. Donc, qui ont une forme d'éthique qui est compatible avec la marque Schwab. Et donc, c'est Schwab qui va donner cette marque à des conseillers qui vont être des conseillers de patrimoine. Et puis, il va faire après ça des fonds avec la marque Schwab. Et ça va être pareil, des fonds qui ont une forme de rémunération transparente et qui vont en fait être les équipes des fonds d'investissement qu'il avait habituellement. Arrivent les particuliers là-dessus. Arrive le moment où Internet permet à des particuliers de se connecter aux ordinateurs de Schwab et donc d'avoir accès à la bourse. Pas besoin de faire des grands investissements, il a déjà tout.
Et en plus de ça, les particuliers, ça va les intéresser d'investir dans les fonds d'investissement, donc les fonds Schwab ou les fonds d'investissement en direct, les conseillers Schwab ou les conseillers de patrimoine en direct. Et là, on se pose la question de ce système-là. Quelle est sa solidité? Quand on regarde le système là, on voit que non seulement les particuliers ont accès à la bourse, mais ils ont accès à des conseillers s'ils préfèrent ne pas faire ça en direct, et puis ils vont avoir accès à des fonds nombreux, parce que ça fait quelque temps que Schwab est devenu la meilleure façon d'accéder au marché pour les fonds d'investissement. Donc, pour les particuliers, c'est une offre incroyable. Pour les conseillers de patrimoine, c'est à la fois un accès à la bourse, un accès à des fonds d'investissement qu'ils n'auraient pas eu avant en direct, et un accès à des particuliers qui viennent les voir. Éventuellement, ça leur permet même d'avoir une marque. Pour les fonds d'investissement, c'est pareil. Donc, vous voyez que chacun des acteurs là a un vrai intérêt, un véritable intérêt. Et Schwab, lui, ne prend que des petites commissions à tous ces flux. Il est irremplaçable. Imaginez les efforts que devrait faire Merrill Lynch pour réussir à mettre le même système en place. C'est indéboulonnable. C'est l'ensemble de ces acteurs-là qui ont intérêt à ce que Schwab existe. Donc l'écosystème vit grâce à nous et l'écosystème nous fait vivre. Alors, point très important, un écosystème, c'est plus qu'un distributeur. Un distributeur, c'est quelqu'un qui va vendre vos produits en gardant une commission. L'écosystème, il va gagner plus que nous. C'est important. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment allier les acteurs qui sont autour de nous, qui sont existants, qui ont déjà des clients, à mon produit. Donc, je vous propose de prendre le cas d'un éditeur de logiciel. Vous voyez ce qu'est un éditeur de logiciel, c'est quelqu'un qui a créé un logiciel de A à Z et qui va le vendre. Il va aller voir des grands acteurs et il va leur dire, bon, j'ai un logiciel qui vous intéresse, et l'acteur va dire, ah oui, ça m'intéresse beaucoup, mais il va falloir l'intégrer. Il va falloir que ce logiciel soit relié à tous les différents bouts de logiciels qui existent déjà chez ce grand groupe, par exemple. Donc, on va prendre le cas numéro 1 où l'éditeur décide que c'est bien parce qu'en fait, on a plus de chiffre d'affaires encore puisqu'on doit faire l'installation et l'intégration. Donc, on va faire l'intégration en interne. Ça veut dire qu'on va vendre le logiciel et on va vendre des jours hommes. On va vendre du personnel de chez nous qu'on va mettre chez le client pour installer et on va facturer des jours en plus. Donc, on est content. En revanche, il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est les intégrateurs. Parce que eux, c'est du boulot. Ils ont du personnel qui est là pour faire ça. Et il y en a d'autres qui ne vont pas être contents, c'est nos développeurs. Parce qu'en interne, nos développeurs, ils vont se retrouver à faire de l'intégration, ce qui n'est pas très intéressant comme job, plutôt que de faire du développement. Le cas numéro 2, on va vendre le logiciel. Et puis, quand le client va dire, oui, mais alors vous l'intégrez, on va dire, ah non, ce n'est pas notre job. Notre job, c'est éventuellement de vous aider à trouver le bon intégrateur, de le former, de l'assister, mais on connaît nos limites. Vous savez quoi? C'est très rassurant pour le grand groupe de se dire, ah non, mais ce tout petit éditeur, il sait qu'il ne peut pas tout faire, il comprend que ce n'est pas son métier, et donc c'est une bonne chose en fait en termes de vente. Et puis, donc, on va proposer au client de l'assister. On va lui dire, mais on va faire un appel d'offres avec 2-3 intégrateurs avec lesquels tu as l'habitude de travailler ou avec lesquels tu aimerais bien travailler. Alors, imaginez, si vous êtes en train d'appeler Accenture de la part de la SNCF et que vous appelez l'associé en charge du client SNCF de la part de SNCF et que vous lui dites
bon, ben, j'ai été chargé par SNCF de monter un appel d'offres pour l'intégration d'un produit. Est-ce que ça vous intéresse? Bah oui, ah, évidemment. Ah, alors pour participer à l'appel d'offres, il faut montrer que vous connaissez un petit peu ce logiciel. Donc, vous allez devoir être un partenaire. Donc, on a un programme partenariat avec un programme bronze, argent, or. Dans le programme or, il faut qu'il y ait 10 personnes de chez vous qui soient formées et il faut qu'il y ait des gens qui soient en backup, etc. Enfin, c'est un programme marketing. Et puis, bon, bah, il va choisir le modèle argent parce que pour commencer, avoir 3 personnes de formées, ça va être suffisant. Et donc, quelque part, il va y avoir une forme de coût pour participer à cet appel d'offres. Et vous connaissez la règle, hein, dans un appel d'offres, c'est comme à koh, il n'y en a qu'un seul qui gagne à la fin. Oui, on peut parler de koh dans nos chroniques, effectivement. Alors, il y a un seul qui gagne. Et les autres, eh ben, ils ont fait un investissement, même s'il n'est pas énorme à leurs yeux, il est quand même un investissement au moins en énergie, en mobilisation interne des troupes. Donc, il va falloir le rentabiliser. Il va falloir se dire, tiens, mais est-ce qu'on n'a pas des clients, nous, qui seraient intéressés par ce logiciel? Et on commence à constituer un écosystème, on commence à avoir des partenaires qui développent une practice autour de notre logiciel. L'autre avantage, c'est qu'on est resté dans le développement du logiciel. On est resté dans notre cœur de métier. On est resté un éditeur. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut vendre en direct ou est-ce qu'il faut laisser de la place aux acteurs existants? Si vous ne pensez pas aux acteurs existants, si vous ne faites pas votre job, vous ne faites pas en sorte qu'ils vous considèrent comme alliés. Donc, en résumé, cette stratégie d'écosystème, c'est de faire en sorte que les gens qui sont déjà au contact avec les clients deviennent vos principaux promoteurs. Et ça, c'est juste un état d'esprit, c'est juste la compréhension des différents acteurs. Merci Jean-Christophe. Et il y aurait donc fort à dire sur ces stratégies d'écosystème. Est-ce que tu peux nous citer le cas d'une grande entreprise informatique allemande qui était une PME quand elle a commencé et qui a finalement pris de façon inattendue une part de marché mondial sur un marché qui lui était probablement intellectuellement complètement fermé? Alors ça, c'est effectivement, tu fais allusion à SAP. SAP a été créé en 73. Donc c'est très jeune pour une entreprise qui est très rapidement devenue le leader mondial des ERP. Hein, donc SAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui fait des logiciels de gestion intégrés. Donc depuis l'entrée du produit sur votre chaîne jusqu'à sa sortie, on est supposé tout mesurer et tout contrôler. À l'origine, SAP n'a pas levé d'argent. SAP a vendu à ICI, qui était un groupe chimique britannique, a vendu un logiciel de gestion de trésorerie intégré. Et en fait, ils l'ont tellement bien vendu qu'ils ont profité de cette année d'écriture du logiciel pour faire un logiciel plus global. Et l'année suivante, la première version de leur logiciel sortait. Et là, eh bien, ils ont décidé de ne pas faire eux-mêmes l'intégration. Et quand vous appelez SAP pour installer un truc chez vous, vous ne tombez pas, enfin, ils vous envoient sur leurs intégrateurs. Ils ne font jamais eux-mêmes en direct l'intégration. Microsoft fait pareil d'ailleurs, hein, c'est la grande différence entre Microsoft et Apple. Mais dans le cas de SAP, ça fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs du marché, des intégrateurs, que ce soit IBM Global Services, que ce soit Accenture, que ce soit des plus petits comme Sopra ou autres, ont
une practice SAP. C'est-à-dire des gens qui sont dédiés à ça, qui ne savent faire que ça et qui n'ont qu'un enjeu, c'est qu'on vende encore du SAP pour avoir des jours à facturer. C'est des gens qui travaillent pour le compte de SAP finalement. Et on avait à l'époque les chiffres d'un chantier SAP chez un fournisseur, enfin un de ces grands équipementiers de l'industrie automobile, qui avait de l'ordre de 25 000 collaborateurs. Le coût du chantier SAP, c'était 400 millions. Et là-dessus, la part que prenait SAP en tant que telle était de l'ordre de 50 millions. Le reste, c'était de l'intégration. Le reste, c'était des jours hommes, des gens qui allaient passer 2, 3, 4 ans aux côtés des troupes pour leur demander comment ils travaillaient et voir comment on tordait le logiciel pour qu'il corresponde le plus possible à leurs usages. Et dans le même temps, je me souviens très bien de start-upers qui venaient nous voir et qui expliquaient qu'eux, ils avaient un logiciel qui était comme SAP, mais qui était très facile à implémenter. On avait juste à appuyer sur un bouton. Et là, la question, ça devenait, oui, alors, ton client, là, Renault, quand il va voir ce truc-là, il va quand même demander à un expert d'évaluer ce que ça vaut. C'est qui l'expert? Quelqu'un de chez IBM? Dans le meilleur des cas, l'expert de chez IBM, il va dire quoi? Il va dire, ouais, c'est pas mal hein, comme logiciel, ouais, c'est pas mal. Bon, j'ai quand même un petit peu de doute sur la taille de l'entreprise, est-ce que c'est vraiment sérieux? Mais bon, le logiciel a l'air très bien, hein, dans le meilleur des cas, hein. Donc, Et vous c'est comprenez bien pourquoi. C'est parce que l'expert qu'on a appelé, il a une partie importante de son chiffre d'affaires qui est fait dans l'écosystème SAP. exactement. Et donc, il ne va pas se tirer dans le pied. Il a une partie importante de son chiffre d'affaires qui est faite en intégrant un logiciel compliqué et en le tordant pour qu'il réussisse à coller avec un grand groupe. Mais on voit aussi où est la difficulté, Jean-Christophe, c'est qu'on renonce à 90% du chiffre d'affaires potentiel en échange du fait de nourrir des gens qui vont devenir nos alliés et nos prescripteurs. C'est exactement l'opposition entre Apple et Microsoft. Apple fait tout en interne, ne nourrit que lui, et à chaque fois qu'il a nourri quelqu'un d'autre, ça lui pose un problème hallucinant. Apple avait des distributeurs en France, il les a tués. Apple, dans les années 80, c'était l'ordinateur sur lequel il y avait tous les jeux vidéo. Tous les jeux vidéo, moi je peux vous dire, hein, mon père avait un Apple II depuis 1978. J'étais très très populaire en classe parce que tous les copains voulaient venir déjeuner à la maison. C'était déjeuner gratos, hein, et on avait le droit à jouer à l'ordinateur derrière. C'était fascinant. Et tout d'un coup, Apple a décidé qu'ils allaient passer sur Macintosh. Et les développeurs de jeux, et certains de nos clients ont connu cette époque, sont allés voir en disant, bon, bah ouais, enfin, il faut tout redévelopper de A à Z, vous avez prévu quelque chose? Et la réponse sèche et brutale, c'était, bah, démerdez-vous, vous avez gagné beaucoup d'argent grâce à nous. Et ils sont démerdés. Ils ont tous basculé sur le monde PC. Bon. Apple, par rapport à Microsoft, vend en direct et le chiffre d'affaires et le profit d'Apple représentent probablement 80 à 90% de ce que les gens gagnent avec Apple. Microsoft, c'est une fraction de ce qui est le monde Microsoft. Une entreprise comme HP vit en grande partie de produits Microsoft. Soit des produits qu'ils ont développés sur Microsoft, soit des machines qui sont développées sur Microsoft, soit du conseil qu'ils font autour de ça. Et HP, c'est 160 000 personnes. Et IBM doit avoir à peu près le même nombre de personnes qui sont concernées. Et la même chose chez tous les petits qui font de la formation. Non, mais je vous forme à Excel, je vous forme à Word. Bah, est-ce que ça les arrange de savoir que sur Apple, tu as juste appuyé sur un bouton et tout est là? Non.
Oui, oui, c'est bien Apple, mais nous, on préfère comme Microsoft. Microsoft, dans les années 2000, a fait une daube. Ça s'appelait Windows Vista. C'était horriblement mal fait. C'était une catastrophe. Ça n'a pas planté Microsoft. Il y avait des millions de professionnels qui disaient à leurs clients, oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas bien réussi Vista, mais t'inquiète pas, j'ai parlé avec eux, ils sont au courant, ils sont en train de sortir des patchs, je te les installerai. En attendant, on a trouvé des moyens. Formidable, formidable. Ils ont réussi à survivre à l'accident industriel majeur grâce à tout ce réseau qui les entoure et tout ce réseau qui a autant intérêt qu'eux à ce qu'ils survivent, à ce qu'ils existent. Et bien sûr, les exemples de stratégies d'écosystème ne se limitent pas au secteur de l'informatique. Évidemment. Vous en verrez, et vous en verrez dans tous les axes économiques. Merci Jean-Christophe pour cette importante mise à jour des stratégies. Nous, chez Melchior Chassagne, on recommande beaucoup à nos clients, vous l'aurez compris, ces stratégies d'écosystème qui nous paraissent plus résilientes et qui nous paraissent aussi finalement un petit peu plus complexes à mettre en œuvre et donc créer un véritable avantage concurrentiel une fois qu'on maîtrise les bonnes façons de mettre ça en place. Et beaucoup plus capable d'aller vite. Puisqu'en fait, la différence, c'est que vous n'avez pas à recruter une tonne de monde avec, à faire des investissements énormes. Vous utilisez des choses déjà existantes.